Mardi 4 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, un atelier de formation des membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême s'est ouvert ce lundi 3 octobre 2022 à Porto Novo. Le président de cette institution priorise cette formation afin que les services de la Cour suprême donnent satisfaction aux justiciables. Suivez le point de la cérémonie de lancement avec Charles Alban-Daoui et Kabiru Adjadi. Prennent part à cette session de formation les membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Réunis dans les locaux de l'École régionale supérieure de la magistrature, ils se font former sur les techniques de cassation en matière judiciaire. Une formation qui, selon le président de la Cour suprême, consacre l'approfondissement d'une autre suivie il y a quelques semaines. Le seul et unique objectif qui nous amène à nous engager dans cette série de formations est de faire de notre institution une cour de référence, une cour qui rend des arrêts de qualité et en quantité et dans des délais bien raisonnables. Ceci à la satisfaction de nos compatriotes, des justiciables. C'est pourquoi je vous prie d'accepter, chers collègues, de vous inscrire résolument dans cette dynamique de perfectionnement des connaissances et de renforcement périodique de nos capacités d'intervention. Le présent atelier est organisé dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de l'école de formation des professions judiciaires, un programme financé par l'Union européenne. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de l'école de formation des professions judiciaires s'inscrit dans la continuité des actions menées et des réformes amorcées. Il fait partie intégrante du contrat de bonne gouvernance et de développement, l'appui budgétaire général, conclu entre l'Union européenne et la République du Bénin. Si la justice au Bénin est confrontée à de multiples défis d'ordre structurel, institutionnel et opérationnel, elle fait face à un défi majeur: restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. C'est d'ailleurs pourquoi la directrice générale adjointe de l'école de formation des professions judiciaires a rappelé aux participants la délicatesse de la mission de la Chambre judiciaire. En effet, il s'agit pour cette Chambre de rendre des décisions non susceptibles de recours. Et à cet égard, la Chambre judiciaire, par ses décisions, constitue l'un des derniers remparts pour le justiciable de bonne foi. À l'inverse des juridictions de fond, les membres de la Chambre judiciaire, dans leur office, n'ont pas droit à l'erreur, encore moins aux errements. Par ailleurs, ce rendez-vous d'échange de connaissances est structuré autour des points suivants. Pendant vos 3 jours de travaux, vous passerez en revue le contrôle exercé par la Cour suprême, les cas d'ouverture à cassation, qu'il s'agisse des cas principaux ou des cas marginaux d'ouverture de cassation. Ces travaux seront ponctués par des cas pratiques afin d'assurer une meilleure assimilation des enseignements dispensés. Il convient de préciser que cette formation est la matérialisation du partenariat naissant entre la Cour suprême du Bénin et l'école de formation des professions judiciaires. C'est le lieu pour moi de dire ici et maintenant toute ma gratitude aux responsables de cette école, à ceux du département Gouvernance, Justice et Droits humains de l'agence Expertise France, à ceux de l'Union européenne qui ont rendu possible cette série de formations qui s'étendent à d'autres personnels de la Cour suprême et sur diverses thématiques. Ouvert ce lundi, l'atelier de formation des membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême prend fin le 5 octobre 2022. Sur un autre volet dans ce bulletin d'information, dans les établissements scolaires, des cas d'indiscipline sont enregistrés. Ils sont attachés à des élèves qui n'ont pas la culture du respect du personnel enseignant et administratif de l'école. Comment l'administration fait-elle face à ce genre de situation? Réponse dans ce reportage signé Faouzia Sefou, Patrice Ayronton de l'antenne régionale de Guéri TV Monde, 6 à Parakou. Comportement déviant adopté par certains élèves. L'indiscipline entrave la bonne exécution des activités académiques. Aujourd'hui, dans certains établissements, enseignants et préfets de discipline y font face au quotidien. Nous pouvons les catégoriser en 3 rangs.
La première classe, c'est la classe de ceux qui s'adonnent aux drogues dures, à l'alcoolisme, qui quelquefois apportent des armes blanches à l'école. Deuxième classe que nous pouvons identifier, ceux qui escaladent la clôture lorsqu'ils sont en retard. Ensuite, ceux qui ont des habitudes vestimentaires non conformes. Nous avons également le faux et usage de faux, quelquefois. La troisième classe qui est très courante, c'est le bavardage en classe. C'est manger en classe, non-participation au nettoyage général de la classe, le balayage de la classe et de ses alentours. Face à ces cas d'indiscipline, des sanctions sont prises. Lorsque, par exemple, nous appréhendons des élèves qui ont sur eux des armes blanches, par exemple, c'est les parents d'office que nous convoquons. Nous saisissons l'arme, nous mettons en garde les parents. Pour ce qui est de l'escalade de la clôture, ça, c'est 48 heures à la maison. Ils reviennent avec une corvée et ils prennent d'engagement à la récidive. On leur propose à l'exclusion. Le retard ou manger en classe et autres, ça, c'est des corvées balayées, une parcelle de cours qu'on leur donne. Pour la réussite d'une année scolaire sans des cas d'indiscipline, un appel est lancé à tous les maillons de la chaîne de l'éducation. C'est vraiment demander aux parents d'accompagner l'administration. Déjà pour ce qu'ils peuvent changer, c'est les tenues extravagantes là, la coiffure, comme la tenue vestimentaire. Pour ce qui est du retard à l'école, du bavardage, nous avons l'habitude, par trimestre, nous essayons de faire l'inventaire des retenues d'heures que les apprenants ont. Si quelqu'un déjà avoisine 10 heures, 15 heures, nous appelons ses parents. Un appel dans ce sens-là, que les parents, par habitude, viennent souvent nous voir pour comprendre un peu comment se comportent leurs enfants à l'école. La réussite tire sa source de la discipline. Pour une bonne moisson au bout des efforts, une bonne dose de discipline doit être observée. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. On se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans cette première manche de la deuxième partie de votre émission, nous laissons place à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Législative 2023. Saltant perspective pour les transhumants. Si les rumeurs qui nous parviennent et qui se font de plus en plus persistantes se confirment, la météo politique n'est pas bonne pour les acteurs politiques qui ont transhumé d'un parti de la mouvance présidentielle à un autre. Cette pratique désavouée et dénoncée par les uns et les autres et qui a pourtant la peau dure dans le landerneau politique béninois pourra bientôt trouver un début de solution. Il se murmure en effet de plus en plus que les transhumants pourraient ne pas participer aux prochaines élections législatives, car des directives contre leur positionnement sur les listes auraient été données. Si tel est le cas, plusieurs observateurs et analystes de la scène politique nationale pourraient applaudir cette décision. Ce que d'aucuns ont qualifié de mercato politique s'est beaucoup amplifié ces derniers temps et ont même atteint un niveau record. Des vagues de démissions ont été observées, surtout au niveau des deux grands partis de la majorité présidentielle que constituent
progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Sur le plan politique, en effet, le sujet de conversation le plus prosaïque actuellement est la transhumance politique. Loin d'être une bonne stratégie politique, ce phénomène est désavoué car il traduit un manque d'éthique et de constance politique. Appelé encore nomadisme politique, divagation politique, migration politique, vagabondage politique, cambriolage politique ou encore pérégrination politique, la transhumance politique caractérise généralement la mouvance ou le positionnement rythmique des forces et acteurs politiques dans le champ de la compétition électorale. Certains pays ont pu interdire ou circonscrire cette pratique ou ce phénomène à travers des dispositions légales et constitutionnelles. Mais le Bénin a tenté l'interdiction de cette pratique en 2001 à travers la loi portant charte des partis politiques. Cette interdiction, ou plutôt cette tentative d'interdiction, a été déclarée contraire à la Constitution par les 7 sages. En attendant l'encadrement ou l'interdiction de la transhumance politique, c'est déjà heureux que des mesures soient prises au niveau même des partis politiques pour circonscrire le phénomène. Il ne s'agira pas d'interdire à des citoyens d'adhérer ou d'appartenir aux partis politiques de leur choix, mais d'empêcher les démissions, les adhésions, les ralliements opportunistes et intéressés qui ne s'opèrent généralement que la veille des échéances électorales. Les directives allant dans le sens de ne pas positionner les transhumants politiques pour les prochaines élections législatives au Bénin ne seraient que le début de la lutte effective contre ce phénomène qui n'honore pas la classe politique béninoise. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi. Dans le forum de discussion de ce mardi 4 octobre 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweno. Le dépôt des dossiers de candidature est d'actualité au sein des partis politiques qui veulent aller aux législatives de janvier 2023. L'Union progressiste vient d'inviter les potentiels candidats à déposer leur dossier à l'interne. Une innovation? Vous savez, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Il n'y a que de nouvelles façons de faire des choses que l'on a l'habitude de faire. Vous savez, le dépôt des dossiers de candidature, ce n'est pas ce qui est nouveau en soi, seulement que dans la forme dans laquelle c'est fait aujourd'hui peut porter quelque chose d'innovant. Quoi que l'on dise, que l'on n'accepte pas la réforme du système partisan, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nos partis politiques fonctionnent bien autrement. Et c'est dans le fonctionnement, dans le nouveau fonctionnement des partis politiques que nous avons cette façon de faire aujourd'hui où des dossiers de candidature sont déposés à l'interne du parti. Par le passé, on pouvait voir au sein des partis les organes dirigeants du parti peut-être procéder à la confection des listes pour aller aux élections législatives. Mais cette fois-ci, la démarche, elle est tout autre. On demande à ceux qui désirent être candidats de bien vouloir déposer leur candidat pour déclarer en quelque sorte leur candidature au sein du parti. Il reviendra ensuite au parti sans doute de faire le tri et de valider la candidature de tel ou d'invalider la candidature de tel ou tel autre. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas que l'Union progressiste. Le parti Bloc républicain également a mené cette démarche-là et a même clôturé ce dépôt de candidature à la fin du mois de septembre. D'autres partis comme les démocrates également, entre-temps, ont lancé ce genre d'avis, d'appel à l'endroit de leurs potentiels candidats, leur demandant de s'apprêter, d'apprêter leur dossier pour la confession de la liste qui sera ensuite déposée à la Sénat. Donc aujourd'hui, c'est une dynamique qui est en cours dans plusieurs partis politiques, ce que l'on a vu et ce qui va se faire au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais Charles Alban Daoui, certains estiment que ce dépôt de candidature ne va pas déterminer les positionnements sur la liste que les partis vont déposer à la Sénat. Oui, vous savez, c'est clair que ces dépôts-là ne vont pas déterminer. Nous savons que pour les listes de candidatures à déposer à la Sénat, c'est bien d'autres
calculs qui se font autour. Ce qui est fait aujourd'hui, l'avantage que ça a peut-être, c'est de savoir au sein du parti quelles sont les personnes qui ont la volonté, qui ont le désir de se porter candidat. Et ce qui a également de positif là-dedans, c'est que ça va amener un certain nombre de personnes à se mettre en règle vis-à-vis du parti, à avoir leur carte de membre, à payer leurs cotisations, parce que voilà un point important dans ce qui se fait. Vous ne pouvez pas déclarer votre candidature au sein du parti si vous n'êtes pas un militant modèle. Et le militant modèle, c'est le militant qui paye régulièrement ses cotisations envers le parti. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui désirent le faire, ils vont devoir payer forcément les cotisations. S'ils ont des arriérés, ils doivent forcément les apurer. Ça va faire des recettes à l'interne au sein du parti. Donc, je pense que la démarche, ça va permettre de savoir quelles sont les personnes qui ont le désir de représenter le parti à l'Assemblée nationale. Et cette phase, lorsqu'elle sera bouclée, les comités mis en place au sein des partis pour étudier les dossiers verront par la suite si telle candidature est sérieuse, si elle est porteuse vraiment d'enjeux, si elle peut amener le parti à gagner ou pas. Il y a tous ces calculs-là qui vont se faire à l'interne, sans doute dans les 3 semaines qui vont venir, parce que la Sénat réclame les dossiers à partir du 28 octobre. Donc, après les dépôts de candidature à l'interne, il y aura forcément un tri et beaucoup de personnes se verront sans doute écartées de la liste et la liste finale sera confectionnée. On ne sait pas en termes de pourcentage, on ne peut pas faire le pronostic que ceux qui ont déposé, voici le pourcentage qui va sortir sur la liste finale. Mais une chose est sûre, les dépôts à l'interne ne vont pas déterminer fondamentalement la liste finale qui va entrer à la Sénat, parce que la liste qui entre à la Sénat, c'est la liste de combat. Et quand on parle de combat, il y a bien d'autres enjeux qui entrent en considération en dépit des volontés individuelles des uns et des autres de se porter candidat. Eh bien, merci à vous, Chalaban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce mardi 4 octobre 2022. Passons à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Si ça coince, bon, on essaie de se débrouiller. Ou bien parfois même, on fait des activités qu'on n'a pas appris, ou bien qu'on n'a même pas voulu faire, mais pourvu qu'on ait quelque chose pour arrondir les copotes à la maison. Dernière rubrique de votre émission Tour d'Horizon, voici la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.